Badi, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Vous allez inaugurer le tout nouveau concept du projet Imagine, né de la situation si particulière que nous vivons en ce moment, celle du confinement. Ça s'appelle De l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis. Alors Bertrand Badi, vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris, et vous êtes considéré comme l'un des meilleurs experts en relations internationales. Vous êtes l'auteur de multiples ouvrages de référence, et rien qu'avec le titre de certains de ces ouvrages, eh bien, on peut percevoir à quel point vous avez une lecture humaniste de l'aventure du monde. J'ai d'ailleurs avec moi, j'ai Le temps des humiliés, j'ai aussi Nous ne sommes plus seuls au monde. Mais on peut citer aussi la diplomatie de connivence, l'impuissance de la puissance, la fin des ténèbres, la fin des territoires, la fin des territoires, c'est un drôle de lapsus. Enfin, il y a vraiment de multiples ouvrages que je recommande très chaleureusement. Pour toutes ces raisons, j'avais très envie de recueillir votre pensée, votre point de vue face à la situation inédite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Au moment où l'on se parle, près de 3 milliards d'habitants de la planète vivent sous cloche, en état de confinement, l'Inde venant de prendre la décision très récemment avec son milliard d'habitants. Alors, ma première question, cher Bertrand, elle est toute simple. Quelle est votre réaction face à ce chiffre sidérant de 3 milliards? C'est une gigantesque contradiction parce que nous dit cette crise? Cette crise nous dit que le monde nouveau ne pourra être géré que dans la solidarité et l'interdépendance. C'est-à-dire, nous sommes en train de redécouvrir l'altérité actualisée par la mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de très simple. Nous avons passé des siècles et des siècles à considérer l'autre essentiellement comme un ennemi potentiel, quelquefois comme un allié contre d'autres. Maintenant, il faut penser l'altérité d'une manière globale, c'est-à-dire si je veux gagner moi, j'ai un besoin urgent de faire gagner l'autre. C'est-à-dire que ce que nous apprend cette crise, c'est que tout le monde est du même côté de la barrière. C'est-à-dire tout le monde est menacé par une crise globale qui s'adresse à l'humanité tout entière. Donc ce n'est que dans la solidarité de l'humanité tout entière qu'on pourra relever le défi. Et qu'est-ce qu'on voit? Un spectacle de cloisonnement, de séparation, mais aussi un petit peu de méfiance, de défiance, de stigmatisation. L'autre est responsable, le virus est un ennemi, le virus nous est venu d'ailleurs. Alors, le confinement dans tout cela, il faut bien sûr l'approuver, il fait sens dans l'urgence actuelle, mais il ne faudrait pas que de ce confinement, on fasse dériver l'idée totalement fausse que c'est en érigeant des murs et des barrières de manière définitive et sur le long terme qu'on pourra résoudre ce problème. Il faut apprendre à gouverner la planète tous ensemble. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'il y a déjà 25 ans, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, nous avait dit attention, la vraie menace sur l'humanité, elle est humaine, elle n'est pas militaire. C'est-à-dire insécurité alimentaire, insécurité environnementale, insécurité sanitaire. On comprend aujourd'hui ce que ça veut dire, insécurité sanitaire, et personne ne s'en est préoccupé. On a une vision de la menace et de l'insécurité qui est au contraire fondée sur l'opposition à l'autre, qui prend cette figure militaire. N'oubliez pas une chose, chaque année, 2000 milliards de dollars sont dépensés pour des équipements militaires et pour faire fonctionner les armées. Combien sont dépensés par les États pour assurer un minimum de sécurité sanitaire dans le monde? C'est là où on voit effectivement tout le paradoxe de la situation. On est obligé de se barricader derrière nos murs de maison pour pouvoir rétablir la sécurité et en même temps, c'est sans doute le plus beau geste de solidarité que l'on ait à vivre en ce moment. Alors Bertrand Badi, vous avez énormément décrypté les relations de domination et d'humiliation entre les peuples, entre les civilisations. Un virus, c'est aveugle. Ça ne fait pas de différence entre les riches, les pauvres, la couleur de peau, etc. À votre avis, quel type de conséquences peut avoir la propagation de ce virus au niveau des relations internationales? Est-ce que cela pourrait permettre de lisser certaines de ces relations?
Alors, d'abord, il faut percevoir quelque chose de très important. C'est qu'autrefois, la menace, elle venait de la puissance, de l'organisation forte, de la capacité destructrice de l'autre. Aujourd'hui, la menace, elle vient de la faiblesse. C'est-à-dire que dans un monde interdépendant, c'est le maillon faible qui fait l'événement. C'est-à-dire, nous sommes l'otage des faiblesses les plus marquées. Ce virus est parti d'un lieu où l'insécurité sanitaire était à un niveau terrible, où le défaut d'équipement a été à l'origine même de la propagation de ce virus. Mais prenez les autres insécurités dont on parlait tout à l'heure, l'insécurité alimentaire, elle vient des zones les plus pauvres, l'insécurité environnementale, elle frappe d'abord les zones les plus pauvres. Donc, il faut retourner le jeu international. Le jeu international était une compétition de puissance. Nous découvrons aujourd'hui que le jeu international ressemble à une compétition de faiblesse. Il faut agir sur le monde là où il est le plus faible pour le consolider. Vous savez, quand vous avez une chaîne en face de vous, vous repérez tout de suite où le maillon est le plus faible, c'est-à-dire là où la chaîne peut se briser, et vous intervenez pour consolider le maillon le plus faible. Donc les relations internationales intelligentes maintenant, dans un contexte de mondialisation, c'est celles qui sauront intervenir là où la faiblesse est la plus marquée, parce que cette faiblesse risque d'être source de catastrophes et de violences. Donc, ça ne se fera pas en mobilisant des ressources de puissance. On a bien vu que les ressources militaires n'avaient aucun effet sur les catastrophes alimentaires, environnementales ou sanitaires. Il faut, au contraire, d'abord apprendre à travailler ensemble, c'est ce qu'on appelle la gouvernance globale, sans exclusion aucune, alors que le péché mignon des relations internationales, c'est d'exclure celui qu'on n'aime pas ou dont on ne veut pas. Et quand je dis sans exclure personne, ça ne veut pas dire reconnaître la légitimité de tout le monde ni approuver la politique de tout le monde. Ça veut dire tout simplement ne laisser aucun vide dans ce jeu d'interdépendance et de coopération, parce que ce vide va devenir un nid de faiblesse et donc source de catastrophe. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut tout simplement faire renaître le multilatéralisme, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution possible au drame du monde que le tous ensemble. Le tous ensemble, c'est un slogan qu'on connaît dans les rues au niveau des mobilisations nationales. Il faut apprendre à le crier au niveau global de la planète tout entière, tous ensemble, tous ensemble, tous, tous, tous. La crise du coronavirus est en train de rebattre totalement les cartes à tous les niveaux et notamment bien sûr politiques. L'un des pays les plus touchés par l'épidémie, c'est l'Italie. Et juste avant cette crise sanitaire, on voyait le pays peu à peu basculer dans le populisme. Il semblerait que l'agressivité et le discours de haine du leader de la Ligue, Matteo Salvini, ne fassent plus tant d'émule que cela. Les Italiens font face ensemble à une terrible tragédie et cela semble renforcer le désir de solidarité, bien loin de la rhétorique de haine et de rejet. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, cette pandémie et la peur qui l'accompagne pourraient ne pas favoriser le populisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand? C'est assez étonnant. Je pense qu'on est au milieu du gué et qu'il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que seront les résultats de ce processus. Je me souviens de ce temps où on interviewait Mao Tse-tung et on lui demandait quelles étaient les conséquences de la Révolution française et il répondait c'est trop tôt pour le dire. Bon, alors que nous ne sommes pas sortis de cette crise, nous ne pouvons pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir notamment quelle intensité, quelle direction va prendre la peur. Et c'est là, je dirais, l'élément essentiel qu'il faut savoir surveiller aujourd'hui. La peur peut retomber si, comme nous le souhaitons tous, cette crise se dissipe rapidement. Et si la peur retombe, on peut retourner aux vieilles manies et aux vieilles habitudes. Et la peur, si elle se maintient, elle peut être conseillère de choses contradictoires. La peur peut conduire à la haine, la peur peut conduire à la xénophobie, à l'ethnicisme, au racisme, au nationalisme exacerbé. Mais la peur peut aussi, et on l'a vu souvent dans l'histoire,
amener les dirigeants, les élites et les opinions publiques à prendre la mesure des changements qu'ils n'ont pas vus. Les changements depuis 50 ans, un demi-siècle, sont faramineux dans notre monde. On ne veut pas les voir. La peur peut aider à décider parce que, tel le président Macron dans son intervention, qui nous disait ça ne peut plus être comme avant, oui, ça ne sera plus raisonnablement comme avant. Donc, il est trop tôt pour dire véritablement ce qu'il en sortira. Une chose est vraie, c'est que l'on voit bien à travers cette crise, à condition que de faux prophètes ne viennent pas troubler le jeu, on voit bien que le nationalisme n'a rien à vendre. On voit bien que les solutions de cavaliers seuls peuvent, dans l'affolement et dans l'urgence, conduire à des illusions de solutions, mais on voit bien qu'à terme, rien n'est possible parce qu'on voit que notre planète est globale. On voit qu'une poignée de main à Wuhan détermine le sort de millions et peut-être de milliards d'êtres humains. Donc, on comprend que cette globalité doit être gérée et M. de la Palice n'aurait aucun mal à admettre que le nationalisme, c'est le contraire de la globalité. Alors, entendons-nous bien, globalité, ça ne veut pas dire que l'on va accéder à un gouvernement mondial. Ce n'est même pas souhaitable. Globalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de nations, plus d'États, plus de frontières. Non, globalité, ça veut dire qu'il faut admettre que les enjeux qui peuplent nos agendas politiques et nos agendas diplomatiques sont des enjeux globaux dans lesquels tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, a le même intérêt. L'intérêt va dans la même direction. C'est-à-dire la concurrence entre intérêts nationaux ne fait plus sens aujourd'hui, ne fait plus sens, et n'en déplaise à M. Trump ou à M. Salvini ou à M. Orban. Donc, comme disait le grand Todorov, le nationalisme n'a rien à vendre, et je pense que cette crise aidera à comprendre cela et que les solutions doivent être trouvées ailleurs. Quand on ferme les frontières aujourd'hui, on comprend bien que les gouvernements, enfin la plupart d'entre eux, le font un peu comme ils nous confinent, c'est-à-dire de même que l'on ne doit pas sortir de chez soi, il vaut mieux que la circulation mondiale se ralentisse dans ces temps de crise. Mais ça ne veut pas dire que la solution durable à ces questions est dans la fermeture, c'est au contraire dans l'ouverture. Dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le sens du partage et dans le sens des biens communs de l'humanité que l'on pourra trouver une solution. Et ce n'est pas si difficile parce que j'entends déjà ceux qui me traitent de rêveur et d'utopiste, je leur dis qu'ils ont totalement tort. Lorsqu'il a fallu déterminer dans l'urgence un régime de circulation des aéronefs, des avions dans le ciel, eh bien on a compris qu'il fallait un régime de gouvernance globale, sinon aucun avion ne pourrait voler. Si véritablement chaque pilote était totalement libre de déterminer sa trajectoire, on voit la catastrophe que cela provoquerait. Eh bien, c'est un peu ça avec les États, c'est-à-dire dans certains domaines tellement solidaires pourtant, chaque État décide à sa façon et du coup cela crée une gigantesque cacophonie. C'est là où ce que je trouve très intéressant dans l'exemple des aéronefs, c'est que finalement, il faut sans doute faire se rejoindre les utopies avec un certain pragmatisme. Et pour en revenir aux promesses illusoires des populistes et des nationalistes, c'est aussi sans doute parce que les peurs sur lesquelles ils jouent sont souvent des peurs irrationnelles, alors que celles qui peuvent nous emmener vers le haut sont, elles, des peurs face à des choses très réelles sur le terrain. Et là, aujourd'hui, eh bien, effectivement, ceux qui sont obligés de gérer la réalité de la crise, eux, d'un coup, sont bien les pieds dans le réel. Et c'est peut-être cela qui vient frapper les esprits du peuple italien aujourd'hui, entre ces peurs irrationnelles sur lesquelles on les emmenait et finalement vers aussi des solutions chimériques. Et là, aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a une réalité qui s'impose à tous. Absolument. Et surtout, ne tombons pas dans le travers de la stigmatisation à la manière d'un Trump qui vous explique que le virus est chinois ou à la manière de ceux qui mettent la tragédie italienne sur le compte de je ne sais quelle légèreté qui serait propre à ce peuple. C'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. C'est pas comme ça que les sociétés se construisent et qu'elles se dynamisent. Et je voudrais en profiter pour transmettre un message d'amitié et de solidarité au peuple italien et au peuple chinois qui ont été en première ligne dans cette affaire. Et quand je dis qu'ils ont été en première ligne, ça veut dire que d'un certain point de vue, ils se sont déjà sacrifiés pour nous. Et il faut savoir tenir compte de cela et il faut savoir
que notre meilleure guérison passe par leur guérison. Alors, avec cette pandémie, il semble aussi que ce soit le retour du politique. Parce qu'après tout, ces derniers temps, on assistait à un certain naufrage de la sphère politique dans sa capacité d'action, dans sa capacité de prise de décision, face à une sphère financière et économique qui semblait toute puissante. Là, eh bien, il y a des mesures à prendre, des mesures urgentes, décisives même, et qui ont des conséquences sur l'ensemble de la société. Et sur ces points, eh bien, ces responsabilités-là, elles relèvent entièrement du politique. Est-ce qu'on assiste donc à la renaissance de la sphère politique? Quel regard portez-vous sur cela, Bertrand? Alors, il y a eu deux victimes du grand tournant des années 90, de ce que l'on appelle le triomphe du néolibéralisme, de l'école de Chicago. C'est le politique, on y reviendra dans un instant, mais c'est aussi le social. C'est-à-dire que le triomphe d'une science économique arrogante qui considérait qu'elle avait scientifiquement la vérité et que donc il n'y avait pas d'autre alternative. Vous vous souvenez cette formule « There is no alternative » de Madame Thatcher, que de suivre à la lettre ce que les savants économistes nous recommandaient. Donc il n'y avait plus de social et il n'y avait plus de politique. Il n'y avait plus de social parce que le social n'existait, comme on disait, que par ruissellement de l'économique. Le social dépendait de l'économique. Il fallait que les pauvres acceptent la croissance des riches pour qu'ils puissent en bénéficier ensuite. Et puis, il n'y a eu plus de politique non plus, parce que si l'économie est une science infaillible, eh bien, pourquoi allons-nous voter ? Quand vous allez voir votre médecin, vous ne votez pas sur l'ordonnance qu'il vous délivre. Eh bien là, c'était un peu la même chose. Et du coup, le débat politique s'est éteint. Il faut regarder derrière nous ces 30 dernières années. Politiquement, elles ont été désastreuses. Il n'y avait plus de débat sur la cité. Plus d'offres politiques concurrentes. Ça voulait dire quelque chose de très simple. C'est que la social-démocratie se libéralisait, comme on disait. Les partis conservateurs se libéralisaient aussi de leur côté. Et finalement, il n'y avait plus de différence. Quand on votait sur des images. On ne votait plus sur des idées. Eh bien, on s'aperçoit de deux choses en même temps. Effectivement, un besoin urgent d'intervention et de politique publique, c'est ce que cette crise, dans sa période la plus paroxystique, nous apprend, mais on s'aperçoit aussi qu'il faut renouer avec ce que vous appeliez les utopies tout à l'heure, c'est-à-dire cette imagination. Voilà le projet qui imagine, n'est-ce pas ? Cette imagination au pouvoir pour essayer de comprendre et d'abord de définir de nouvelles recettes. Et du coup, ce retour du politique, il faut espérer que ce n'est pas par la porte de service, service urgence, mais que ce sera quelque chose de durable. Il faut débattre. Quand on ne débat pas dans la cité, il n'y a pas de démocratie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tout à fait. Alors justement, ces derniers jours, on voit bien qu'il y a des philosophies différentes qui s'affrontent. Grosso modo, il y a deux camps. Celui des gouvernements qui, après quelques hésitations légitimes, ont décidé de sauver des vies coûte que coûte, en passant donc par le confinement de la population. Alors dans ce camp, on trouve la France, l'Italie, l'Espagne, mais aussi la Chine, l'Inde et bien d'autres. Et puis, il y a le camp des récalcitrants, ceux qui voudraient privilégier l'économie et l'outil productif en minimisant la crise sanitaire. Et dans ce camp, eh bien, on trouve évidemment Donald Trump aux États-Unis, Bolsonaro au Brésil ou encore très récemment Boris Johnson en Grande-Bretagne, qui est en train de rétropédaler, mais qui avait l'air d'y croire dur comme fer. Est-ce que les diverses réactions face à la crise pandémique pourraient amener à de nouvelles alliances ou ruptures internationales? Est-ce que ça va recréer comme ça une nouvelle géopolitique? Alors, je disais tout à l'heure que nous sommes face à une crise grave du multilatéralisme, parce qu'il faut bien admettre que, sincèrement ou hypocritement, la plupart des dirigeants de la planète avaient rompu avec le multilatéralisme. Peut-être que le nouveau clivage qui va apparaître, c'est celles et ceux des dirigeants du monde qui auront compris que maintenant le besoin de multilatéralisme est urgent et les récalcitrants chroniques. Je ne crois pas que Trump puisse se rallier un jour, ni Bolsonaro, au multilatéralisme. Surtout que nous, Européens, nous devons voir une autre victime de cette crise. Quand Emmanuel Macron disait que l'OTAN est en mort cérébrale, moi je vois que l'Europe est en mort cérébrale. C'est-à-dire que là aussi, c'est une autre
coupure dans le monde, à savoir les régions qui fonctionnent, qui ont des dynamiques d'intégration, et l'Afrique n'est pas mal placée de ce point de vue-là, un sens justement de la collectivité continentale et régionale, et ceux des pays qui ont complètement abandonné leur rêve régional, qui était pourtant un rêve très positif et très performatif, et la grande question c'est est-ce que tout ceci va se refaire ou va continuer à se défaire. Et puis j'ajoute un dernier clivage. Il y a déjà un bon moment que le clivage dominant dans notre système international, c'est le nord contre le sud. C'est les riches contre les pauvres et les forts contre les faibles. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les émergents sont en même temps des forts et des faibles. Mais cette volonté des vieilles puissances, en tous les cas, de garder la main sur le monde, alors qu'ils n'ont plus la capacité de gérer le monde, ce qui est une contradiction dont on voit maintenant l'un des effets les plus spectaculaires, cette vieille tentation des vieilles puissances de faire comme si rien n'avait changé, va-t-elle enfin céder ou est-ce qu'elle va se confirmer dès que l'orage sera passé? Alors justement, dans la continuité de ce que vous venez de dire, Bertrand, on voit bien que la Chine est en passe de s'en sortir et voilà qu'elle commence déjà à voler au secours de nos pays. On parle même de la diplomatie des masques. Donc ça y est, la bascule est actée? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi, c'est ce que je suggérais tout à l'heure, la Chine, dans cette crise et dans l'origine de cette crise, a été aussi victime de ses points de faiblesse. Si ce coronavirus a pris souche dans un marché de Wuhan, c'est peut-être parce que dans le tissu chinois, si brillant et si performant, il y a encore des espaces de faiblesse et de fragilité surtout. Ça, c'est un premier point. Et ces fragilités ne vont pas disparaître comme par enchantement. Et peut-être que M. Xi Jinping en est conscient, je pense qu'il en est conscient. Mais il y a aussi, je dirais, à rebours, un autre élément qu'il faut prendre en compte. Cette crise aide à comprendre que l'hégémonie, c'est fini, que la domination arrogante, non seulement c'est terminé, c'est contesté, et toute l'année 2019 a montré la force de cette contestation, mais plus encore, les candidats comme la Chine à une nouvelle forme de domination comprennent que l'ancienne hégémonie est plus coûteuse que rentable. C'est-à-dire que ça coûte très cher d'être hégémone et ça ne rapporte pas grand-chose. Et surtout, je pense que les Chinois qui sont entrés dans la mondialisation sans passer par notre histoire de domination obsessionnelle comprennent que pour réussir pleinement, ils ont besoin que nous ne perdions pas. C'est-à-dire la Chine, en termes très concrets, a besoin des marchés européens et nord-américains. Oui. La Chine n'a aucun intérêt à nous mettre à genoux sur le plan économique, n'a aucun intérêt à ce que la crise s'amplifie ici. Alors il y a une part de communication dans l'envoi de ces médecins et de ces équipements chinois en Italie. Mais il y a une part de vérité et de sincérité aussi. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas besoin que vous tombiez au fond du trou, pensent les Chinois. Et ça, c'est à méditer parce que c'est une nouvelle géométrie du monde qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas du tout une formule, je dirais, à l'eau de rose. Ce n'est pas angélique du tout, c'est-à-dire qu'il y a un sens de l'intérêt, je dirais au contraire, très marqué. J'ai vraiment intérêt à ce que vous ne perdiez pas. Et c'est justement ce paradoxe de l'utilité, de l'utilitarisme qui porte à l'altruisme, qui sera peut-être la formule pour sauver le monde. C'est très intéressant parce que ça rejoint tout à fait le pragmatisme, là encore, qui avait démarré avec Deng Xiaoping. En fait, au moment où Deng Xiaoping a effectivement ouvert la Chine au marché, mais tout en restant régime communiste, ce qui était quand même un alliage très étonnant. Et ça, on retrouve vraiment le pragmatisme chinois. C'est exactement ça. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé il y a quelques jours un cessez-le-feu global et immédiat. Il est vrai que la situation des réfugiés du monde entier, ceux qui se trouvent dans les camps notamment, où la surpopulation et le dénuement sont la règle, sans parler des conditions d'hygiène qui sont catastrophiques, évidemment, on peut redouter le pire. Alors, si l'appel de Antonio Guterres paraît totalement inaudible en ce moment,
Ne peut-on imaginer qu'il puisse être entendu prochainement? Car après tout, nous ne sommes sans doute qu'au début de la pandémie. Pensez-vous, cher Bertrand, que si la situation s'aggravait du point de vue sanitaire, cela pourrait amener la fin des guerres? Alors d'abord, Gutiérrez est dans son rôle. On s'attendait à ce qu'il dise pareille chose et il ne l'aurait pas dit, on lui aurait reproché. Ceci étant, s'il suffisait de lancer cet appel pour obtenir la paix, ça se serait déjà et depuis un bon bout de temps. Il faut comprendre en plus quelque chose que l'on ne veut pas voir en face. Ces conflits actuels ne sont pas comparables à nos guerres d'autrefois. Ce ne sont plus des guerres interétatiques, ce sont des conflits d'extraction sociale, ce sont des conflits qui viennent des douleurs, des souffrances, des inachèvements, des inaccomplissements des sociétés concernées, qui sont d'ailleurs toutes des sociétés fragiles sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Et je pense qu'hélas, ces conflits sont disjonctés de la logique interétatique. C'est la raison pour laquelle toutes nos expéditions militaires, que ce soit celles des États-Unis en Irak, en Afghanistan, en Somalie, ou celles de la France au Sahel, ou celles autrefois de la Russie en Afghanistan, toutes ces expéditions militaires n'aboutissent pas, sauf à des drames nouveaux et à des dépenses qui aujourd'hui auraient pu, si elles avaient été économisées, servir à soigner. Il faut voir que tout ça, ça s'est fait au prix du démantèlement de notre système hospitalier. Donc, c'est pas de là que viendra la solution. Et il n'y a pas de connexion particulièrement forte à prendre en compte. Il faut enfin comprendre que l'on ne pourra éteindre ces conflits qu'en nettoyant ces espaces de faiblesse dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui alimente les conflits, c'est l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité sanitaire. Vous savez, Ebola en Afrique, c'est pas rien. C'est l'insécurité environnementale, la désertification en Afrique, c'est pas rien non plus. C'est aussi les insécurités culturelles, les minorités qui sont un peu partout persécutées. C'est l'insuffisance, c'est l'insécurité institutionnelle, l'insuffisance ou l'inéquation des institutions, et ça on le voit au Moyen-Orient. Et ben voilà, c'est là qu'il faut travailler et que ces messieurs se mettent au travail, ces messieurs et ces dames. Pardon. Dernière question pour terminer. Quelle serait votre vision idéale de la sortie de cette crise, Bertrand? J'ai toujours dit, j'ai même supplié les dirigeants du monde de monter une grande conférence sur la gouvernance sociale globale du monde. À l'époque, il n'y avait pas de coronavirus, mais j'avais déjà en tête cette dimension de la gouvernance sociale. Il faut maintenant s'y mettre, c'est-à-dire on sait faire voler nos avions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eh bien, essayons de faire en sorte de faire voler notre santé et notre droit à la vie. Merci beaucoup, Bertrand. C'était De l'Intérieur avec Bertrand Badi. Merci.